préparation de la présente discussion, je suis allé sur Twitter. Je suis allé lire un peu ce que nos détracteurs ont à dire sur la question du journal. Je vous ai sorti quelques-uns des meilleurs tweets, juste pour rigoler, pour commencer à en rigoler un petit peu. Trotsky était le leader de l'armée rouge et a gagné. Oubliez ces nerds trotskistes de la classe moyenne qui vendent des journaux à votre université. Un autre les trottes avec leurs journaux feraient plus de bien à distribuer des coupons pour Uber Eats. Un autre, il dit je viens d'être accosté par des trotskistes français. Pourquoi ces gens sont-ils dans tous les coins du monde à vendre des journaux? Et mon préféré, c'est nous sommes en l'an 3300. Le monde a été détruit et l'humanité vit dans des villes cyberpunk souterraines et passe la plupart de son temps dans le cyberespace virtuel. Il y a encore 2 trotskistes qui distribuent des journaux imprimés à la main dans chaque université de gauche pour je ne sais quelle raison. Donc on rigole, mais c'est vrai qu'il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on a un journal? Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps, d'efforts, d'argent à produire un journal, à le distribuer, à le vendre? Certaines personnes s'imaginent qu'on fait ça dans le but de vendre le plus de journaux possible pour faire de l'argent. Effectivement, ça serait drôle. Ça serait pas vraiment un bon modèle d'affaires. On serait comme le blockbuster du monde journalistique. En vérité, c'est pas par attachement sentimental ou par mauvais sens des affaires. En fait, non, c'est réfléchi comme décision. Et c'est pas pour rien qu'on discute de ce sujet-là aujourd'hui. La construction de l'organisation, c'est le thème de cette école, comme vous savez. Et le journal, c'est un outil indispensable pour bâtir l'organisation révolutionnaire. Et en fait, l'idée de s'organiser autour d'un journal, c'est une vieille idée dans le mouvement révolutionnaire. Ça remonte à très longtemps. On peut penser à la Révolution française, qui a vu une explosion des publications révolutionnaires, comme le journal L'Ami du Peuple, un quotidien de 8 pages, qui était immensément populaire, qui était publié par le révolutionnaire Jean-Paul Marat. Il produisait lui-même tous les jours, il écrivait comme un fou tous les jours. On peut aussi penser au journal Le Père Duchesne, publié par la faction d'extrême gauche appelée les hébertistes. Et dès les débuts du mouvement ouvrier aussi, les révolutionnaires se sont tournés vers la production de journaux. Par exemple, dans les années 1830-1840 en Angleterre, au début du mouvement ouvrier anglais, on voit l'émergence d'une foule de journaux ouvriers illégaux, comme le Poor Man's Guardian. Et le mouvement ouvrier va donner naissance au mouvement chartiste, qui était le premier parti ouvrier révolutionnaire de l'histoire. Et les chartistes produisaient un journal, le Northern Star, qui était en pratique leur organe officiel. Et ces journaux hebdomadaires présentaient des nouvelles sur les syndicats, les grèves, les mouvements de protestation locale, toutes sortes de manifestations, et présentaient aussi les théories radicales du socialiste Owen. Et le leader chartiste Ernest Jones expliquait déjà le rôle du journal. Il disait « L'exigence première et essentielle d'un mouvement est de disposer d'un organe qui lui permette d'enregistrer ses travaux, de communiquer, de lancer des appels, de défendre et de rayonner. C'est la liaison fondamentale qui unit la marque du progrès et le moyen d'argumenter. La marque du progrès et le moyen d'argumenter. C'est ce qui lui permet de garder la tête haute au milieu du tourbillon des partis et de maintenir la cohésion de ces différents éléments. Et d'ailleurs, le Northern Star publie aussi des articles de 2 jeunes révolutionnaires allemands, du nom de Karl Marx et Friedrich Engels. Et donc, en parlant de Marx et Engels, leur activité politique aussi constamment été liée à leur activité d'auteur, de journaliste, de commentateur sur la politique. Marx a commencé son action politique en rejoignant le journal Rheinische Zeitung en 1842, auquel il va donner un caractère révolutionnaire. Et après que les autorités ont fait fermer le journal, Marx a lancé un nouveau journal clandestin qui va essayer de distribuer illégalement en Allemagne, donc qui s'appelle les Annales franco-allemandes. J'essaierai pas de prononcer le nom en allemand, par respect pour nos camarades suisses. Avec l'explosion révolutionnaire de 1848, Marx va revenir en Allemagne et il va lancer un nouveau journal, le New Rheinische Zeitung, pour soutenir la révolution. En fait, l'activité politique d'à peu près tous les grands révolutionnaires a été associée avec la production d'un journal. Qu'on pense à Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en Allemagne et leur journal dit Rote Fahne.
Les socialistes irlandais James Connolly et James Larkin, qui ont fondé The Socialist et The Irish Worker. Antonio Gramsci et les marxistes italiens, qui ont fondé l'Ordine Nuovo. Mais celui qui a le plus théorisé le rôle du journal révolutionnaire, c'est certainement le révolutionnaire russe Vladimir Ilyich Lénine. Et donc, qu'est-ce que Lénine avait à dire sur le journal? Donc, en fait, les idées de Lénine sur le journal vont être cruciales dans l'histoire du mouvement révolutionnaire russe. Au début du 20e siècle, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie en était encore à ses débuts. C'est avant qu'il se divise entre mencheviks et bolcheviks. À cette époque-là, le parti avait d'autres problèmes, notamment ce que Lénine constatait, c'était l'éparpillement et la faiblesse des forces révolutionnaires. Les méthodes de travail étaient complètement éclectiques. Et dans un court article de 1901, intitulé « Par où commencer ?», Lénine va proposer un plan pour la construction d'une organisation révolutionnaire. Et il va élaborer ces idées-là plus tard dans le livre « Que faire ?». Et dans ces œuvres-là, Lénine souligne que les forces révolutionnaires sont trop faibles. Elles sont trop peu nombreuses pour pouvoir prendre le pouvoir, pour lancer l'assaut, qu'il dit. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui. On n'a certainement pas les forces pour prendre le pouvoir demain. J'espère qu'il n'y a personne qui se prépare à aller sur la colline parlementaire demain. Donc, il fallait donc regrouper les forces. Autrement dit, il fallait construire l'organisation révolutionnaire. Et donc, contre cet éclectisme, ce localisme, cette étroitesse d'esprit qui régnait dans le mouvement, Lénine a proposé de construire une organisation démocratique mais centralisée, une organisation de révolutionnaires professionnels, et organisée autour d'un journal politique commun pour toute la Russie. Et un journal politique. Pour Lénine, la création d'un journal, ce n'était pas un objectif, mais un moyen. Un moyen pour construire une organisation révolutionnaire. Et ce moyen, j'espère vous en convaincre, reste encore fortement valable à notre époque. Et donc, Lénine va expliquer que le journal a deux rôles. Un rôle on pourrait dire idéologique, et un rôle sur le plan des idées, et un rôle organisateur. Bon, pour commencer, le rôle idéologique ou politique, si vous voulez, il est plus évident. Le journal, il va servir à diffuser les idées, à l'éducation politique. Il va servir à convaincre, à argumenter, à influencer. Pour les marxistes, un parti révolutionnaire, c'est en premier lieu un programme, des méthodes, des idées et des traditions. Et en deuxième lieu seulement une organisation. Pour être un parti solide, il faut être capable d'agir de manière unie. Et pour agir de manière unie, ça nous prend des idées communes, donc des idées uniformes, cohérentes, constantes. Le journal est donc le fil conducteur, la plateforme de ces idées communes. Il donne un objectif à tous les membres, fournit clairement la direction politique, il relie les différentes sections et il fournit une bannière aussi. Et donc le journal crée une homogénéité qui permet de travailler tous et toutes dans la même direction. Et donc, le journal joue non seulement un rôle vis-à-vis l'extérieur pour répandre nos idées, pour agiter et recruter, mais il nous permet de nous éduquer nous-mêmes, de partager des idées communes. Souvent, la gauche de nos jours, quand elle a un journal même, c'est souvent un journal avec une ligne éditoriale très lousse. Ils vont publier un peu n'importe quoi, tant que c'est vaguement à gauche. Et ça reflète généralement la faiblesse des idées dans la gauche. Le manque d'éducation politique à notre époque. Ça se reflète par une dispersion de l'action politique de la gauche. Tout le monde fait un peu n'importe quoi, sans objectif clair. Mais pour les marxistes, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. On est unis par nos idées et ces idées nous guident dans l'action. Et donc, pour que notre action n'aille pas dans toutes les directions, notre journal doit être cohérent dans ses idées. Et c'est notamment pour ça qu'on a un comité éditorial. N'importe qui ne peut pas écrire n'importe quoi dans notre journal. Et d'ailleurs, Lénine se moquait un peu des révolutionnaires qui mettaient leur droit d'écrire et de publier avant toute autre considération. Et pour défendre ça, ils utilisaient l'argument de la liberté de presse. Et lui, il appelait ça l'individualisme bourgeois anarchiste. Lénine, plutôt, va défendre la liberté d'association des membres, la liberté de ne pas accorder la parole à des gens avec qui on n'est pas d'accord. Il dit, je cite, « Je suis tenu de vous accorder, au nom de la liberté d'expression, le plein droit de crier, de mentir et d'écrire à votre guise. Mais vous êtes tenu de m'accorder, au nom de la liberté d'association, le droit d'entrer ou de sortir de l'association avec des personnes qui défendent telle ou telle opinion. »
Et c'est pour ça que le comité éditorial est essentiel à la démocratie de l'organisation. Il est élu et s'assure que le journal respecte les positions adoptées démocratiquement par les membres en congrès. Il assure une cohérence et une continuité dans les positions politiques présentées par l'organisation. Donc, n'importe qui ne peut pas écrire n'importe quoi dans notre journal. Et comme je disais, cette cohérence nous aide à avoir une action cohérente. On rame tous et toutes dans la même direction. Un autre aspect du rôle sur le plan des idées du journal, c'est qu'il nous permet de former politiquement des révolutionnaires. La tâche de produire un journal régulier, ça nous oblige à constamment suivre la situation politique, à développer nos perspectives et nos analyses, à élaborer des positions sur les questions d'actualité. Et un groupe politique qui n'a pas de journal peut très bien avoir des opinions sur tout et n'importe quoi. Mais c'est seulement quand tu mets tes idées à l'écrit pour un public défini que tu vois les limites de ta pensée. C'est là que tu te rends compte quand tu ne comprends pas vraiment. Et donc, ça nous permet d'apprendre à mesure qu'on réfléchit et qu'on met nos idées sur papier. Nos camarades, en apprenant à écrire sur différents sujets, apprennent à réfléchir à ces sujets. Et c'est ça que Lénine va expliquer, je cite. Il dit « Le révolutionnaire professionnel ne peut s'éduquer qu'en s'initiant à l'appréciation quotidienne et méthodique de tous les aspects de notre vie politique, de toutes les tentatives de protestation et de lutte des différentes classes à différents propos. » Et au fil des ans, cette écriture constante sur les différents sujets d'actualité, ça crée une mémoire des événements passés. Et tout ça, ça nous permet d'apprendre de nos erreurs. En tant que marxiste, on n'a pas la prétention d'être infaillible. On fait des erreurs. Mais ce qui importe, c'est de corriger ces erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et donc, en publiant des analyses régulières, on peut aller regarder ce qu'on a écrit il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans sur les sujets clés. Et on peut regarder et se demander, est-ce qu'on a eu raison ou est-ce qu'on a eu tort? Et tirer des enseignements de ça. Et aussi, ça nous rend responsables de nos idées. Il y a des groupes qui disaient n'importe quoi il y a 5 ans, mais ils ne peuvent pas rester responsables de leurs paroles, parce qu'ils disaient ça dans les airs. Nous, on ne peut pas dire n'importe quoi, parce que ça va se retrouver en public, puis quelqu'un peut revenir dans 5 ans et dire « Hey, c'est ça que vous avez dit il y a 5 ans. » Et donc, la production du journal, ça fait que c'est un travail quotidien qui nous forme en tant que révolutionnaires sur le plan politique. Mais, donc, on a parlé du rôle du journal sur le plan des idées. Le deuxième rôle est moins évident, mais il est d'autant plus important pour Lénine. Le journal, c'est un organisateur collectif. Lénine va comparer le journal à un échafaudage dressé autour d'un bâtiment en construction. Il dit, je cite, « Il ébauche les contours de l'édifice, facilite les communications entre les différents constructeurs à qui il permet de répartir la tâche et d'embrasser l'ensemble des résultats obtenus par le travail organisé. » Et c'est effectivement sur cette base-là, autour du journal Iskra, que Lénine a bâti le parti bolchevique, qui va faire la révolution de 1917. Et donc, tout un réseau d'agents a été mis sur pied. Il fallait des agents pour écrire le journal, le corriger, le mettre en page, se procurer les matériaux d'impression, établir une presse illégale, imprimer le journal, le distribuer à différents courriers, le transporter clandestinement, le vendre et lever des fonds ensuite pour financer la production d'une autre édition. Donc, c'était tout un travail d'organisation. Puis ça se faisait, là, c'est pas moi qui invente ça. Et ces différents agents correspondaient avec le centre. Ils envoyaient des informations à la fois sur le travail et sur la situation politique, les luttes locales, etc. Et donc, ces correspondants ouvriers jouaient à la fois le rôle d'organisateur et de journaliste en nourrissant le journal d'information. Et on fait quelque chose de semblable aujourd'hui, même si on n'a pas besoin d'organiser notre vente de journal clandestinement. Donc, on organise des ventes de journaux, tout ce qui entoure la préparation du journal, son impression, sa distribution. Tout ça, ça crée des structures qui apprennent à travailler entre elles. Tout ça, c'est des apprentissages qui pourront ensuite se transférer sur d'autres activités. Des activités qu'on n'a pas les forces pour faire en ce moment, ou qu'on n'a pas besoin de faire en ce moment, mais qui sera nécessaire un jour de faire, et qu'on n'aura pas le temps d'apprendre à faire à l'arrache. Et donc, c'est ça qu'expliquait Lénine toujours dans Que faire. Les problèmes techniques, la fourniture d'humains organisés aux journaux de
de matériaux, sa bonne diffusion, oblige déjà à avoir un réseau d'agents locaux au service d'un seul et même parti, d'agents en relation personnelle les uns avec les autres, connaissant la situation générale, s'exerçant à exécuter régulièrement les diverses fonctions fragmentaires d'un travail à l'échelle de toute la Russie, s'essayant à la préparation de telle ou telle action révolutionnaire. Et donc, c'est une préparation à l'action révolutionnaire. Donc, c'est pas juste un travail qui sert, qu'on fait dans notre bureau pour rien. Donc, avant de courir, il faut apprendre à marcher. De plus, le journal nous sert d'outil de mesure. On recueille des informations sur les ventes de journaux, les abonnements, le nombre d'articles écrits, par qui. Tout ça, ça nous permet de constater nos lacunes, les maillons faibles, là où notre compréhension est limitée, là où est-ce qu'on a des camarades moins actifs, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus faibles que d'autres, toutes sortes de choses comme ça. Et les bolcheviks faisaient la même chose. Par exemple, Lénine demandait que chaque camarade responsable de vendre le journal, dans chaque usine, de garder une liste de tous les ouvriers ayant acheté le journal pour chaque édition. Et étant donné que le journal était illégal, ces listes étaient un bon indicateur du soutien que recevait le parti bolchevique dans chaque usine, dans chaque région, à l'échelle du pays. Et donc, ça donnait un portrait, une image du soutien que recevaient les bolcheviks. Et donc, donc comme je dis, ça représente un outil de mesure aussi, le journal. Ce qui nous permet de décider si on est prêt, si on a la capacité pour avancer dans tel ou tel domaine d'action. Mais on entend souvent des gens nous reprocher. Pendant que vous vendez votre journal, il y a des gens qui souffrent, il y a des luttes à mener maintenant. Il faut faire quelque chose maintenant. Et c'est quelque chose que déjà, dans Que faire, Lénine cite un de ses opposants qui dit à peu près la même chose. Et il dit « Parler maintenant d'une organisation rattachée par des liens à un journal pour toute la Russie, c'est faire de l'abstraction et un travail de cabinet. » Donc, cette personne-là, vous pourrez être certain qu'elle aurait été sur Twitter à notre époque. Le problème avec cette approche, que Lénine appelait le praticisme, c'est que, justement, on n'a pas encore les forces suffisantes pour que notre action soit capable d'influencer la politique pour régler ces problèmes-là. Par exemple, le même opposant de Lénine affirme qu'à la place de produire un journal, il faudrait tout de suite organiser des manifestations. Mais pour être capable d'organiser une manifestation qui a un impact, ça prend des forces, ça prend un nombre, ça prend de l'influence. Donc, pour être capable d'atteindre ce stade-là, il faut bâtir nos forces. Et c'est ça l'idée du journal. Tant qu'on est trop faible pour prendre le pouvoir, il nous faut nous organiser autour d'une activité. Mais il faut que cette activité, en même temps, nous serve à bâtir l'organisation. Essayer de bâtir une organisation autour de l'activisme, faire des actions, là, des manifs, tout ça, c'est pas une base solide. Et on voit généralement ça à gauche, de l'activisme qui ne bâtit rien. Le problème, c'est que les mouvements vont et viennent. Et ce qui influence ça, c'est les changements dans la conscience de classe des masses. Donc, tu peux passer, il y a des groupes comme ça, ils passent des mois à organiser une manif, mais le mood des masses n'est pas là. Et alors, il y a personne à leur manif. Et donc, on voit constamment ces groupes de gauche-là. Moi, j'ai arrêté de compter combien de groupes j'ai vu naître qui mènent une campagne. Après des mois d'efforts, ils organisent une petite manif de 1000 personnes, puis ils disparaissent, puis ils n'ont rien bâti ou accompli quoi que ce soit. Donc, ça ne donnait rien de s'organiser sur cette base-là. C'est pour ça qu'on s'organise autour d'un journal pour bâtir quelque chose à long terme. Parce qu'il y a un principe que Lénine avait bien compris, c'est le suivant. La colonne vertébrale de l'organisation, ça doit être une activité qui dépend le plus possible de nos propres efforts et le moins possible du développement de la conscience de classe des masses. Comme dit Lénine, j'aime bien cette citation, « Toute la vie politique est une chaîne sans fin composée d'un nombre infini de maillons. L'art de l'homme politique consiste précisément à trouver le maillon et à s'y cramponner bien fort, le maillon qu'il est le plus difficile de vous faire tomber des mains, le plus important au moment donné et garantissant au mieux à son possesseur le maintien de toute la chaîne. » Et donc, cette activité, l'organisation d'un journal politique, c'est ce maillon qui est à la fois crucial et parce qu'il permet l'élaboration, la défense, la diffusion de nos idées, et aussi de bâtir l'organisation, comme j'ai dit. Mais solide, parce qu'il dépend essentiellement de nous.
et pas des hauts et des bas de la lutte des classes. Et donc, comme dit Lénine, il faut s'y cramponner bien fort. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à bâtir un journal. Maintenant, quelle forme prend le journal? Quel est son contenu? Comme toute chose dans l'univers, le journal est en perpétuel changement. Et l'évolution du journal va suivre l'évolution de l'organisation. Hier, Alex a parlé de propagande et agitation. Mais donc, oubliez le sens commun du mot propagande ici. Comme Alex disait, c'est Plekhanov qui a expliqué le premier la différence entre propagande et agitation. Et la propagande, c'est beaucoup d'idées pour un public réduit. Et donc, le but d'un article de propagande, c'est d'éduquer les camarades et les lecteurs et la périphérie réduite. Dans un article de propagande, toutes les étapes de l'analyse marxiste sont déployées. Le raisonnement est expliqué en entier. Donc, les articles de propagande vont être généralement plus longs. Il va s'adresser aux révolutionnaires et il va servir à éduquer au marxisme. Alors que l'agitation, c'est peu d'idées pour un grand public. Donc, l'article agitatif ne va pas présenter des idées différentes, mais il va les présenter d'une façon différente. Et donc, il va s'adresser à un grand nombre de personnes, comme j'ai dit. Et il va présenter surtout des conclusions et pas le raisonnement qu'il va y mener. Plutôt que de présenter l'ensemble du raisonnement, il va se baser sur les expériences acquises par les masses et il va tirer les conclusions de ces expériences. Et donc, il est généralement plus court. Il va pas viser à éduquer, mais il va viser à pousser à l'action. Bien sûr, la différence ne va pas être coupée au couteau. Il s'agit plutôt, c'est un peu un spectre, si on veut, allant du plus propagandiste au plus agitatif. Et un article peut contenir des passages plus agitatifs, des passages plus propagandistes. Mais la proportion de propagande et d'agitation dans le journal, ça va dépendre de l'état de l'organisation. Et ça mesure que l'organisation grandit. On va former plus de révolutionnaires qui vont eux-mêmes être capables de convaincre plus de gens, capables de défendre les idées marxistes, d'être actifs dans plus de milieux de travail, de campus ou de lutte. Donc, ça mesure, c'est ça qu'on va former plus de cadres marxistes comme ça, qu'on va devenir capable de s'adresser à un plus grand public et donc de faire plus d'agitation. Donc, nécessairement, une organisation plus petite va avoir un journal plus propagandiste, plus orienté vers l'éducation de ses propres membres et de sa périphérie. Comme dit Trotsky, il suffit pas de qualifier une publication de journal de masse pour que les masses l'acceptent comme telle. Trotsky va souligner que trop souvent, révolutionnaires vont faire preuve d'impatience et vont essayer de prendre un raccourci. Ils veulent aller toucher un public plus grand et ils s'imaginent que c'est en diluant leurs idées, en abandonnant leurs principes qui pourront y arriver. Mais vouloir faire un journal de masse purement agitatif, alors qu'on est petit, ça reviendrait à avoir un journal avec un auditoire aussi petit, mais avec du contenu moins éducatif. Donc, ça reviendrait un peu à crier plus fort que nos cordes vocales nous le permettent. Et donc, l'évolution du journal de la propagande vers l'agitation, ça reflète en fait l'évolution, ou ça doit refléter l'évolution de l'organisation elle-même. Et éventuellement, c'est ça, lorsque l'organisation va être assez grande et que ça devient réaliste, on peut séparer la propagande et l'agitation un petit peu et former deux journaux, un plus agitatif, un plus propagandiste. Toutefois, même à ça, il faut être clair. Ça ne signifie pas un journal pour les intellectuels, écrit dans un langage inaccessible et un peu prétentieux, et un journal opportuniste qui prend ses lecteurs pour des imbéciles et qui répète aux travailleurs ce qu'ils savent déjà. Mais même dans un journal agitatif, il faut garder une place pour répondre aux questions théoriques que se posent les travailleurs. D'ailleurs, c'est ça, c'est notamment pour ça qu'on ajoute 4 pages dans le journal, pour s'assurer de répondre aux questions théoriques. Maintenant, on a parlé de tout ça. Il y en a sûrement qui se disent d'accord, mais pourquoi un journal papier? Vous n'avez pas entendu parler de l'Internet, de TikTok, Twitter, Facebook. On fait pas de fétiche du papier. On est bien sûr présent sur toutes les plateformes mentionnées et c'est certain qu'il faut s'en servir. On produit aussi des vidéos, des podcasts et tous nos articles se retrouvent sur notre site web. Pour nous, il n'y a pas d'opposition entre le journal papier et les autres médias. Mais ceux qui comptent purement sur les médias sociaux et l'Internet se rendent vulnérables.
Les médias, les réseaux sociaux en particulier, sont de plus en plus censurés. Dans les dernières années, on a vu plusieurs attaques contre des comptes de gauche, contre des grosses pages de médias de gauche, par exemple, comme Télésource, par exemple, qui a été attaqué il y a quelques années. Télésource, c'est une chaîne latino-américaine de gauche. Donc, ces pages-là ont été il y a plusieurs pages comme ça qui ont été fermées sans explication par Facebook, Twitter. Et ça, vous pouvez être certain que ça va aller en s'empirant à mesure que la lutte des classes s'intensifie. Et même l'Internet, lors des mouvements révolutionnaires au Myanmar, en Égypte, l'Internet a été carrément fermé. Et donc, les groupes entièrement dépendants de l'Internet et des médias sociaux pourraient se retrouver du jour au lendemain sans plateforme, sans voix. Le journal papier nous donne une plateforme totalement indépendante. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'élargir notre base d'abonnés physique. Si vous voulez qu'on vous rejoigne quand il n'y aura plus l'Internet, abonnez-vous au journal papier. En plus, le journal papier, c'est une bannière. Il nous donne une présence physique réelle. On nous reconnaît dans les manifs à notre journal. Sans le journal, dans les manifs, on serait juste une gang d'individus isolés. D'autres gens dans la marée humaine. En cherchant des mean tweets, comme au début, là, je parle, j'ai vu un tweet où quelqu'un déplorait le fait que souvent en manif, personne ne se parle. Le tweet dit c'est dommage, la seule personne qui va t'aborder en manif, c'est un maudit trotskiste avec son journal. Et je pense que c'est un très bon exemple de pourquoi on a un journal. Le journal sert à aborder les gens. Alors, parler des idées révolutionnaires. Les losers sectaires sur la Twitter-sphère se moquent de nous et notre journal. Mais eux, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage d'aller parler à des gens dans le monde réel. Ils passent leur temps dans leur chambre d'écho à chialer. Mais la gauche a aujourd'hui abandonné l'idée de parler aux gens. Mais la politique, au bout du compte, c'est ça. Parler à des gens pour les convaincre et les gagner à nos idées. Et donc, nous, on est fiers d'être ceux qui vont parler aux gens dans les manifs, pendant que le reste de la gauche reste assis sur la touche. Et donc, nous, on suit le conseil très simple de Lénine que vous devriez vous souvenir. Expliquer patiemment. Donc, on ne tient pas des ventes de journaux, on ne va pas aux manifs juste pour vendre des journaux. En fait, c'est l'inverse. On vend des journaux au tablage et en manif pour parler aux gens. Et il y en a qui disent, ils disent « OK, d'accord, là, le journal physique, mais vous devriez les donner à la place. » Bon, premièrement, c'est 2 $ pour couvrir le coût d'impression. Le journal est le même prix depuis la première édition en 1999. Donc, avec les hot dogs du Costco, c'est la seule chose immunisée à l'inflation. Donc, et ça serait facile de distribuer 500 journaux gratuits à du monde qui vont juste les jeter aux poubelles 2 minutes après. Mais si quelqu'un est prêt à payer 2 $, il y a plus de chances qu'il lise le journal. Et si quelqu'un n'est pas prêt à donner 2 $, est vraiment intéressé au journal. Si quelqu'un est vraiment intéressé et n'a pas 2 $. Justement, maintenant qu'on parlait d'argent, j'aimerais aborder aussi la question de l'indépendance financière. Notre journal est financé par nos supporters et par nos membres. Et ça nous donne une indépendance qu'aucun autre média peut avoir. Les grands journaux prétendent, vous savez, être indépendants, impartiaux. Il y a ce mythe libéral du journaliste indépendant, objectif, motivé par la seule recherche de la liberté. Un des principaux représentants de cette vision romantique du journalisme, il disait « Il ne peut y avoir de loi plus élevée pour le journaliste que de dire la vérité et se moquer du diable. » C'est très beau, hein? Ça correspond pas à la réalité. En préparation de cette présentation, j'ai aussi lu un petit bouquin qui s'appelle « Les 10 règles du reportage ». Et l'auteur, qui est un journaliste de la télé publique australienne, il nous dit que le journaliste doit toujours être guidé par la recherche de l'intérêt public. Il dit il faut servir l'intérêt public et la vérité sert l'intérêt public. Ça, c'est l'argument du libre marché des idées. Le public, quand on lui présente les faits de façon juste et objective, sera capable de prendre les bonnes décisions démocratiques et on va arriver à la meilleure société possible. C'est ça que nous disent les libéraux. En réalité, cette vision-là est complètement détachée de la réalité. Il n'y a pas une telle chose que l'intérêt public. Le public est constitué de classes aux intérêts antagonistes irréconciliables.
Les médias, les producteurs de nouvelles, sont des entreprises privées appartenant à des capitalistes qui ont des intérêts opposés à ceux des travailleurs. Ils ont un intérêt à présenter les nouvelles d'une certaine manière. Et en plus, ces entreprises ont des intérêts commerciaux. Elles doivent faire du profit. Et elles font leur profit généralement par la publicité. Et donc, elles sont sous la pression des entreprises qui leur achètent des contrats publicitaires et qui peuvent donc mettre fin à leurs contrats publicitaires à n'importe quel moment. Et il y a toute une industrie de l'achat de nouvelles, des scandales qui sont sortis de compagnies qui avaient acheté comme il y avait le LA Times qui s'était fait payer très cher pour présenter une nouvelle qui était en réalité une publicité. Et de façon générale, étant possédés par des capitalistes, les grands médias, ils défendent une vision du monde qui correspond à leur intérêt de classe. Et évidemment, les journalistes qui travaillent pour ces entreprises, ils ont souvent une haute idée d'eux-mêmes et ont la prétention d'être impartiaux et objectifs. Et donc, ça fait que les médias ne mentent pas systématiquement. Mais il y a une bonne citation de Trotsky à ce sujet-là. Donc, il dit la presse jaune, donc aujourd'hui, on dirait comme les tabloïds ou la presse à sensation, les trucs comme Fox News. La presse jaune ment systématiquement sans hésiter ni regarder en arrière. Des journaux comme The Times ou Le Temps disent la vérité dans toutes les occasions insignifiantes et sans importance afin de pouvoir tromper le public avec toute l'autorité requise lorsque cela est nécessaire. Et c'est ça, ces journalistes-là ils pensent qu'ils veulent dire la vérité des fois, mais ils se font mettre la pression par l'équipe éditoriale, par le management, par aussi l'équipe de publicité. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec donc la citation de Trotsky, on la voit tous les jours avec des grands journaux comme le New York Times, le Guardian, la presse aujourd'hui. Quand ils rapportent des nouvelles de chiens et crapauds, ils disent strictement la vérité. Mais quand vient le temps de parler de sujets politiquement importants, comme la guerre en Ukraine ou les mouvements de masse comme BLM, soudainement les standards journalistiques prennent complètement le bord et ces médias deviennent des organes de propagande, pas propagande au sens marxiste. Et c'est d'autant plus vrai dans un univers médiatique qui est de plus en plus dominé par les monopoles. Le paysage médiatique mondial est dominé par des méga multinationales comme Comcast, Walt Disney, Warner Bros, Paramount. Au Canada, presque la moitié des journaux quotidiens sont possédés par une seule corporation, Sun Media. Et donc, là, les commentateurs libéraux, ils déplorent qu'on a un univers médiatique qui est de plus en plus dominé par le média d'opinion et les fake news. En vérité, l'idée du journalisme indépendant, cherchant courageusement à publier la vérité, c'est une création relativement récente dans l'histoire. Les premiers journaux modernes, qui vont naître un peu dans la foulée de la Révolution anglaise au XVIIe siècle, et c'était des journaux qui étaient ouvertement politiques. Ils étaient financés par un parti politique ou un mouvement ou une secte religieuse. En fait, les reporters, c'était des membres de ces groupes. Par exemple, souvent, c'était ceux qui rapportaient l'actualité sur les travaux des parlements. Ces gens-là, c'était généralement des parlementaires eux-mêmes. L'idée du journaliste comme reporter payé, c'était un reporter payé qui fait ça 40 heures semaine, aller chercher les nouvelles. En fait, ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est juste à cette époque-là que l'industrie de la publicité c'est devenu assez grosse pour que des journaux puissent exister sans financement politique. Et donc, ces nouvelles entreprises commerciales qui utilisaient en fait, elles utilisaient leur prétention à l'impartialité. Ils utilisaient ça comme argument de vente. Et donc, c'est de cette époque-là que provient le mythe de la neutralité journalistique. Et maintenant, avec l'arrivée de l'Internet et des médias sociaux, on a une crise des médias traditionnels. On voit la fin de l'époque des grands journaux qui font des affaires lucratives avec la publicité. Et quand même, la publicité, ça leur donnait une certaine indépendance, c'est vrai. Ça leur donnait aussi les moyens d'embaucher une grosse équipe de reporters qui allaient chercher la nouvelle et mener des enquêtes. Maintenant, les grands journaux sont en train de fermer leur salle de nouvelles.
un newsroom. Et en fait, juste dans les dernières semaines, il y a eu des coupes de postes à la Gazette de Montréal, par exemple, ou chez TVA. En réalité, on est en train de retourner à un état où les médias sont fondamentalement politiques, ouvertement politiques. Et dans les dernières années, on a vu un phénomène où des milliardaires ont acheté plusieurs médias, comme Jeff Bezos qui a acheté le Washington Post, ou Elon Musk qui a acheté Twitter pour pouvoir faire des memes. Mais aussi, ces achats-là, en fait, si tu regardes, ça ne fait pas vraiment de sens sur le plan financier. C'est des médias qui ne font pas vraiment d'argent. En fait, la raison d'être de ces achats-là, c'est parce que ces capitalistes-là veulent avoir une voix. Ils veulent pouvoir émettre leur opinion, une opinion dans leur intérêt. Et la classe ouvrière a elle aussi besoin de sa voix dans les médias. Les journaux sont écrits par des petits bourgeois, au service des bourgeois, pour convaincre les travailleurs d'idées qui vont contre leurs intérêts. Les travailleurs ont donc besoin d'un journal qui reflète leur vie, leurs problèmes, qui répond à leurs questions et qui défend résolument leurs intérêts. C'est ça qu'on bâtit à la riposte socialiste. Certains pourraient nous accuser de ne pas être impartiaux. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas la prétention d'être impartial, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être objectif. C'est différent. On peut faire une analogie avec un chirurgien. Le chirurgien n'est pas neutre. Il cherche activement à sauver la vie de son patient. Mais pour y arriver, il faut qu'il soit le plus objectif possible. Il doit comprendre avec le plus de précision possible le diagnostic et l'anatomie de son patient. Il doit se rapprocher de la vérité au maximum. Et c'est la même chose avec nous. On se donne la tâche de renverser la classe dirigeante et son État, de mettre fin à des siècles de tyrannie, d'oppression, d'exploitation. On veut rien de moins que changer le monde dans ses tréfonds. Donc, on ne va jamais y arriver sans une compréhension précise du monde. Et c'est notamment pour ça qu'on est philosophiquement matérialiste. Nos analyses se fondent sur l'étude du monde tel qu'il est. Donc, on n'a pas besoin de mentir, de déformer la vérité. Il faut dire la vérité aux masses, aussi amère soit-elle, pour reprendre les mots de Trotsky. Une présentation juste des faits nous aide à orienter correctement notre action politique. Par exemple, si on est en position de faiblesse, ça ne nous sert à rien de mentir là-dessus. Parce que, par exemple, une action prématurée, en position de faiblesse, ça amènerait à une catastrophe. Et donc, c'est pour ça que Lénine disait que seule la vérité est révolutionnaire. C'est sûr que là, on n'a pas la prétention d'être capable de remplacer les médias de masse. Hein. On n'a pas d'équipe de reporters. On est encore dépendant des grands médias comme source de nouvelles. Et on est encore loin d'être un journal de masse. Mais je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli. On a maintenant, comme vous savez, un bimensuel anglais et un mensuel français. On est, à ce que je sache, la seule organisation de gauche au Canada à avoir non seulement 2 journaux papier aussi fréquents, mais même carrément juste des journaux en anglais et en français. Mais le plus important, c'est que à travers tous ces efforts pour développer notre presse révolutionnaire, on a développé une organisation révolutionnaire de centaines de membres à travers le Canada et le Québec. Une organisation qui a été capable de tenir un événement aussi réussi que cette école marxiste. Une organisation qui est capable à la fois d'analyser et d'intervenir dans un nombre grandissant de luttes politiques. Une organisation de cadres formés aux idées marxistes. Et lorsqu'on va avoir une organisation de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de membres, alors non seulement on aura un journal hebdomadaire, voire quotidien, de haute qualité, répertoriant toutes les luttes des travailleurs, toutes les luttes des opprimés, un journal tiré à des milliers d'exemplaires et capable de soulever les foules. Mais surtout, ce journal aura été aura formé des militants. Ça aura été l'échafaudage qui aura construit un parti révolutionnaire. Un parti capable de renverser une fois pour toutes ce système pourri, afin de bâtir une nouvelle société, une société sans oppression, sans exploitation. Et peut-être enfin une société où on n'aura pas besoin d'avoir de journal papier.